Ce qui fait la spécificité du festival, peut-être c'est la concentration sur trois jours, sur la diversité des lieux, puisque nous investissons un certain nombre de lieux dans l'île, des lieux très très différents, puisqu'il y a à la fois l'opéra, il y a la gare Saint-Sauveur, des cinémas, des lieux alternatifs, la diversité des propositions aussi. C'est un programme à la fois très classique et très innovant, enfin, qui mélange un peu les différentes approches, musique classique, musique électro, enfin plein de choses. Le concerto pour piano, à l'époque romantique, est par essence un genre extrêmement attractif, à l'époque comme de nos jours. Et c'est vrai que les pianistes comme Marijaal, donc les pianistes virtuoses, ont mis le meilleur d'eux-mêmes, de ce qu'ils savaient faire en termes de compositeurs et aussi de ce qu'ils savaient faire en termes de pianistes dans des œuvres comme les concertos pour piano. Le défi d'abord, c'est que je n'avais jamais fait ça. Je suis un jeune éditeur et mon seul précédent, c'est un quatuor de Marijaal, donc avec quand même nettement moins d'instruments. J'étais allé toquer à la porte d'Alexandre Dradvicki à Venise avec mon petit quatuor. J'avais évoqué ce concerto, ces deux concertos pour piano. Qui sont écrits à une dizaine d'années environ d'intervalle et qui montrent très bien la progression entre l'un et l'autre, entre une Marijaal qui n'a pas vraiment, qui ne s'est pas encore mesurée vraiment à la scène dans des œuvres de son cru, et puis Marijaal qui s'est, entendue avec orchestre. Pour ce premier concerto, j'ai été surpris surtout par le troisième mouvement, le côté un peu schumannien. Je crois qu'elle était très influencée par Schumann, en dehors de Liszt, Saint-Saëns et compagnie. On le sent vraiment dans le final en tout cas. Donc là, je trouve que dans le final, il y a une mélodie qui se dégage, des harmonies un peu subtiles qui se dégagent, voilà, qui fait que c'est pas seulement une suite d'octaves. Le premier concerto, c'est trois mouvements de facture très classique. Un allegro, un lento, un allegro. Oui, on peut trouver, ci et là dans le concerto, des petites couleurs très intéressantes, en particulier dans le deuxième mouvement aussi, où il y a un thème très romantique, avec une grande ligne. Il est très clair qu'un concerto écrit à cette époque-là est fait par nature pour mettre en avant la technique propre au pianiste qui l'exécute, tout en s'adressant à un public qui doit se reconnaître dans l'écriture pianistique, dans la texture, pour tout simplement l'apprécier. Alors c'est vrai qu'on y entend du Liszt, on y entend du Saint-Saëns et tous les grands concertos de cette époque, mais je dirais que chez Marijaal, il est assez évident, et notamment dans le premier concerto, qu'elle utilise, j'allais dire presque parfois qu'elle abuse des techniques d'écriture en octave. Et des octaves en mouvement contraire, donc c'est-à-dire des gammes montantes à la main droite et descendantes à la main gauche, ce qui permet en fait d'écarter la sonorité au maximum du piano et de faire sonner l'instrument de manière absolument totale. Yes, they are very, very different from one another. The first concerto is very traditional, three movements, very much influenced by Brahms and by Schumann, and quite Germanic, quite vertical, lots of square sections.
and very familiar harmonies that one would remind one of this or that Brahms intermezzo or symphony, but very well written, always very well written, with a very good understanding of the orchestra, a very good understanding of the piano. J'ai reçu une photocopie, une copie du facsimilé, d'une version à 2 pianos, et finalement Sébastien en a fait une version imprimée, donc éditée, donc ce qui m'a beaucoup aidé. Donc du coup, là je me fie à la partition, comme ce que je fais avec n'importe quel compositeur. Pour le coup, il y avait pas mal de fonds pour les 2 concertos, c'est-à-dire tout était manuscrit, sauf une version de piano du 2e concerto qui a été édité quelques années après la création, en 1884. Donc en fait, il y avait plutôt pléthore de matériel, un conducteur, des parties séparées. La difficulté, c'est de confronter les sources, parce que Marie-Jaëlle avait une petite manie, c'était de remanier très souvent ses œuvres. Donc à la fin, il faut savoir s'arrêter et choisir une version qui semble être la dernière qu'elle ait voulu. La presse de l'époque même est très favorable et justement on entend déjà des comparaisons où on appelle Marie-Jaëlle, on pense qu'éventuellement elle pourrait devenir le Schumann français. Donc il y a quelque chose déjà qui a été compris à l'époque. Pour connaître Marie-Jaëlle, le meilleur endroit se trouve à Strasbourg, à la Bibliothèque nationale et universitaire, où sa famille, en 1976 et une deuxième fois en 1996, a donné toutes ses archives, tous ses papiers, que ce soit les archives qui concernent sa musique ou bien les archives qui concernent aussi les études qu'elle a faites, qui sont plus théoriques, les études de pédagogie. Il y a de nombreuses femmes compositrices à la fin du XIXe siècle, ne serait-ce qu'en France, Cécile Chaminade, bon c'est un peu plus tard que Marie-Jaëlle, Louise Farinck par exemple, Mélanie Bonis plus tard, ou Lily Boulanger. Chacune a vécu, j'allais dire, son rapport à sa féminité et son rapport à la musique de manière différente, mais il faut savoir que les problèmes d'une artiste femme sur scène à cette époque sont très différents des unes aux autres. Le problème d'Hélène de Montgeroult, c'était plutôt d'être aristocrate que d'être femme, et à ce titre, elle ne pouvait pas se produire en public, mais là on est au début du XIXe siècle. Et puis il faut savoir que d'un pays à l'autre, le rapport social n'est pas le même. Clara Schumann ou Fanny Mendelssohn n'ont pas les mêmes problèmes finalement à être joués ou à jouer que des gens comme Marie-Jaëlle. Il y a quelque chose avec les femmes à leur époque, même s'il y en a eu beaucoup compositrices, elles sont obligées de se battre. Et chez Marie-Jaëlle, il y a une sorte d'élan vers la composition. Elle a été virtuose très jeune, donc elle était reconnue comme telle, mais quelque chose vers la création. C'est-à-dire l'intelligence. Et d'être reconnue comme ça, je veux dire qu'elle est extrêmement touchante pour ça. Elle a un désir de créer, tout simplement, et d'être reconnue comme femme qui crée. Et c'est très moderne. La première raison pour laquelle elle m'a fascinée est tout de même d'ordre professionnel, parce que j'étais bibliothécaire à la Bibliothèque nationale et universitaire et j'étais responsable commissaire de l'exposition Marie-Jaëlle qui a eu lieu à partir de ce fonds en 1997. J'avoue que j'ai découvert une musicienne qui avait un caractère tellement passionné, d'une part, scientifique par ailleurs, donc tellement surprenant qu'effectivement mon intérêt depuis ne s'est jamais relâché. C'est quand même intéressant de se lancer dans un projet comme ça un peu fou où moi-même, je ne savais pas à quoi m'attendre et le public non plus, donc moi je suis assez excité par ce projet de redécouverte. Et puis aussi rendre hommage à cette femme qui a été un peu mise de côté, sûrement parce que c'était une femme, mais à qui Liszt prédisait quand même une grande carrière, donc voilà. Et c'est aussi une femme qui a écrit avec une grande intelligence, je pense, parce qu'on la connaît aujourd'hui surtout comme une grande pédagogue, et surtout une femme qui a réfléchi avec beaucoup d'intelligence à la technique pianistique et aux gestes pianistiques aussi. Donc en parlant d'un concerto, c'est particulièrement intéressant, puisqu'elle met l'instrument vraiment en valeur. C'est le piano roi listien avec de grands gestes héroïques comme ça. Le deuxième concerto est
passez-moi l'expression, mais à des années-lumière du premier en termes de finition, en termes d'écriture d'orchestre. Cela dit, le premier concerto me semble, a l'air d'être extrêmement intéressant parce qu'il mêle des types d'écriture extrêmement différents. On y entend du Schumann, on y entend bien sûr du Liszt, puisque Marie-Jaëlle est élève de Liszt, et puis on y entend aussi du Saint-Saëns. Et il faut savoir que le premier concerto est justement dédié à Saint-Saëns, et qu'à cette époque, on ne dédie pas une œuvre à un grand pianiste, à un grand compositeur, sans appliquer un peu de sa technique et sans essayer aussi de l'intéresser par le contenu musical de l'œuvre. Tout d'un coup, c'est un seul mouvement. 25 minutes, le piano ne s'arrête pratiquement jamais. Il y a une sorte d'entremêlement des thèmes comme ça qui se mêlent, qui se répondent. Tout d'un coup, ça devient une sorte de grand mouvement symphonique, d'une certaine manière, avec ce jeu de thèmes. Je n'appellerais pas ça des leitmotifs, comme chez Wagner, mais il y a cette chose quand même d'articulation et de discours continu, voilà, qu'on ne trouvait pas au premier. Même si le concerto, on peut le qualifier de difficile, c'est très virtuose, mais en même temps, on sent que c'est une virtuosité très intelligente. Tout est écrit pour... c'est vraiment une pianiste qui écrit pour la main d'un pianiste, et c'est très organique la manière dont c'est écrit. On sent que c'est une femme qui a beaucoup réfléchi à comment le corps fonctionne en fait, et comment le corps peut au mieux restituer la pensée et l'émotion. En quoi aussi l'émotion peut être un atout, mais aussi parfois un frein, en quoi elle vient se mettre à travers du geste technique, et en tant que pédagogue, c'est vraiment très intéressant. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de sorties de solo, c'est-à-dire les transitions vers les passages d'orchestre, des fins de solo de piano qui utilisent presque systématiquement ce type d'écriture, qui fonctionne très très bien. Mais alors bon, il y a ce petit clin d'œil de se dire, elle sait faire ce type de difficulté qui effectivement n'est pas la plus facile, loin de là de l'écriture pianistique de cette époque. But the second concerto is very, very different. There are many years in between, and she has become a more, at that time, more modern person, but still very romantic, but much more colorful, much more influence from Debussy, but Richard Strauss and Chopin. So we get these influences coming. And perhaps Liszt, no? Yes, of course, Liszt. Yes, and so she has a for me, she has a very special voice, but she has also tremendous courage to let others influence her. So she is changing her colors depending on who she is enjoying in her mind. C'est un peu particulier parce qu'elle était très liée à Liszt à l'époque, qui lui a eu la primeur de la lecture du concerto et l'a énormément soutenu. À certains moments, il dit dans les lettres, c'est une œuvre maîtresse et géniale. Et il lui parle beaucoup de ce concerto, il le soutient et il le programme à Weimar par exemple. Donc c'est plutôt accueilli dans un contexte favorable et d'acclamation pour la virtuosité et les talents de compositrice. En quoi on peut dire que les deux styles sont proches, déjà au niveau de la technique pianistique, de ces grands gestes héroïques. Donc au piano, ça se traduit avec des grands arpèges, des octaves, des choses très brillantes. Elle rejoint aussi Saint-Saëns. On peut dire qu'elle se situe quelque part entre les deux.
Après, elle a aussi beaucoup hérité de Liszt dans tout ce qui est harmonique et ce penchant qu'elle manifeste dans mon concerto, en tout cas dans celui que je travaille, pour le chromatisme. Et elle s'en sert à des fins très expressives, notamment le deuxième thème du premier mouvement. On pense à Liszt, on pense à Wagner aussi par moment. Et voilà, c'est le chromatisme là, qui est un élément intéressant. Je crois que là, le bénéfice, il est total. C'est-à-dire, d'un côté, pour sa pratique du piano en tant que virtuose, elle raconte qu'en 1868, quand elle entend Liszt pour la première fois à Rome, c'est un choc. Un choc parce qu'elle a l'impression qu'il y a quelque chose de la musique qu'elle n'avait jamais entendu avant lui, la manière dont il rend, la manière dont il touche le piano. Donc ça c'est la première chose. Et ensuite il y a l'œuvre. Elle a été, je crois, la première à faire des intégrales de Liszt à Paris. Elle en a fait 2 avant 1901. Et il y a une sorte de passion pour sa musique, pour sa composition. Elle s'en est beaucoup nourrie. Et une petite anecdote que j'ai apprise en m'y intéressant, c'est que, à la demande du maître, c'est elle qui a fini la 3e Méphisto-Valse, qu'il n'arrivait pas à finir, qu'il lui a dédiée. Et après des semaines et des semaines, il lui dit « Écoutez, vous êtes la mieux à même de la terminer. » Et alors, moi, j'ai pas les manuscrits, donc je ne sais pas où Liszt s'arrête et où commence Marie-Jaël, mais elle a terminé une œuvre de Liszt à sa demande. Voilà, il y avait une sorte de, comment dire, de fratrie, d'âme et d'élan entre les deux. Elle s'est toujours pensée, je pense, comme une continuatrice de Liszt, et pour la technique pianistique et pour le discours de la composition. Le geste musical est impressionnant puisque c'est une œuvre de bravoure. On peut dire que de temps en temps l'ambiance est martiale, il y a des moments un peu festifs. Et puis en même temps, elle va utiliser la virtuosité par moments à des fins beaucoup plus poétiques, notamment au milieu de l'œuvre quand il y a tout ce passage qui ressemble presque à une campanella un peu de Liszt, où on a une espèce de procession à l'orchestre au début qui part de très loin avec des pids, et voilà, la garde monte un peu, et le carillon s'enflamme un peu au piano, donc toutes ces choses-là, c'est très virtuose, mais en même temps, c'est utilisé à des fins sonores un peu particulières quand même. Alors il y a quelque chose de Franck dont elle a été très brièvement l'élève avant Saint-Saëns, mais je pense qu'il y a une tentative aussi propre qui n'est pas wagnérienne, parce qu'il y a une sorte de conflit patriotique entre Marie-Jaël, alsacienne, qui a opté pour la France, et Wagner, qui était très patriote de son côté, donc elle ne s'est jamais revendiquée du wagnérisme. Et quand on en a parlé, c'est pour déplorer qu'elle l'était trop wagnérienne. D'après les critiques que moi j'ai lues dans la presse et la revue et Gazette musicale de Paris, donc dans la presse spécialisée de son temps, et de manière assez longue, sur une longue période chronologique, il est clair que les premières œuvres vraisemblablement s'apparentent à l'esthétique plutôt romantique allemande. Elle a été forcément influencée par sa première éducation qui s'est faite à Stuttgart, tout simplement. Mais en fait, elle a visiblement beaucoup évolué sur le plan musical lors de sa carrière, ne serait-ce qu'effectivement parce qu'elle s'est fortement impliquée au sein de la Société nationale à Paris, et qu'elle a travaillé, et elle y tenait énormément, elle l'affirme partout, avec le maître de la musique française, Saint-Saëns, aussi Fauré, Franck, etc. Et on trouve aussi des choses intéressantes dans la correspondance où il semble que sa musique a suffisamment évolué dans la dernière période, en 1890 par là, pour devenir mal comprise. Elle se plaint de cela. Ses amis et ses connaissances ne comprenaient plus ce qu'elle voulait écrire en fait.
C'est peut-être ce qui fait d'ailleurs qu'elle a fini par cesser, dans les années 1895, de composer. Elle est passionnante, elle, parce qu'elle a lutté d'une certaine manière pour devenir française, je pense. Et c'est très frappant, elle est de culture germanique, c'est indéniable. Elle a écrit plusieurs œuvres vocales directement en allemand, par exemple, ce qui est un cas pour une compositrice réputée française. Mais simplement, au moment de la défaite française, elle a furieusement voulu devenir française. Donc sur ce fond germanique qu'elle a toujours joué depuis son plus jeune âge, elle a choisi comme professeur de composition Saint-Saëns, vraiment le roi du génie et du raffinement français de son époque. Donc il y a une sorte de balancement comme ça chez elle, une sorte de fusion, j'allais dire, entre les deux aspirations. Mais elle a vraiment rêvé d'être française et compositrice française. Le projet de faire jouer ces concertos de Marie-Jaëlle est un quadruple défi, ou triple en tout cas, puisqu'il s'agit à la fois d'un travail éditorial extrêmement difficile qu'a réalisé Sébastien Treuster. Donc on ne savait même pas si on allait réussir à recomposer les œuvres en entier dans leur intégrité. La deuxième chose, c'est un rapport avec des jeunes pianistes, puisque l'idée c'était d'utiliser ces œuvres pour rendre service à des pianistes en début de carrière et qui pourront montrer, comme Marie-Jaëlle l'avait fait en son temps, de quoi ils sont capables. Je crois qu'ils remplissent parfaitement leurs objectifs. Et puis pour nous, c'est aussi un partenariat fort avec Lille Piano Festival, avec qui nous espérons développer, et nous y travaillons par la suite, d'autres projets. Et c'est vrai que nous remercions beaucoup ce festival, leur consacrer une journée complète à Marie-Jaëlle et à la recréation puis l'enregistrement de ces deux concertos. Donc comme vous voyez, effectivement, pour le Palazzetto, c'est un projet extrêmement emblématique à tout point de vue.